C'était l'anniversaire de mon père, un samedi soir de novembre où le ciel parisien s'était drapé d'un voile de nuages gris. Une célébration grandiose dans un restaurant chic du 16e arrondissement, où les rires et le tintement des verres de champagne créaient une symphonie artificielle. Le genre de rassemblement où les apparences comptaient plus que la sincérité. Tout le monde était habillé pour impressionner, sourires plaqués sur leurs visages comme des masques. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, mais je m'étais présentée par obligation, certainement pas par amour. La pluie fine qui tombait sur les trottoirs de Paris avait trempé mon manteau pendant le trajet en métro. J'avais hésité longuement devant ma garde-robe avant de choisir une robe noire simple, trop simple selon les standards familiaux. Mes cheveux, coiffés à la hâte, trahissaient mon manque d'enthousiasme. J'étais arrivée en retard, volontairement peut-être. En franchissant les portes du café Monceau, j'aperçus immédiatement la longue table dressée près des fenêtres. Mon père, Henri Beaumont, trônait au centre, entouré de ses amis du cabinet d'avocats et de sa nouvelle famille. Ma belle-mère, Sylvie, rayonnait dans sa robe Chanel, ses bijoux captant chaque rayon de lumière comme si elle cherchait à les voler. « Ah, voilà Claire qui arrive enfin !» s'exclama mon père sans se lever, levant son verre dans ma direction. Un salut distant, presque protocolaire. Une serveuse m'accueillit avec un plateau de coupes de champagne et quelque chose d'autre, des petites étiquettes. « C'est une idée de Sylvie », expliqua la serveuse. Chacun porte une étiquette avec un surnom amusant. En prenant la mienne, je me figeai. L'écriture élégante de ma belle-mère était reconnaissable entre mille, la déception de la famille. Mon estomac se noua. Était-ce une blague ? Je regardais autour de moi, cherchant un visage qui trahirait une culpabilité quelconque. Mais au lieu de cela, j'entendis un rire. Fort et délibéré. Sylvie, parfaitement posée dans sa robe de créateur, gloussait derrière son verre de vin. « C'est vrai, non », dit-elle, comme si le monde lui devait cette cruauté. Mon père ne dit pas un mot. Il sirota simplement sa coupe de champagne Bollinger, évitant mon regard. Personne ne prit ma défense. Cette étiquette collait à ma poitrine comme une lettre écarlate, et je sentis le sang dans mes veines se transformer en glace. Mon cousin Thomas me lança un regard désolé, avant de détourner les yeux vers son assiette. Ma tante Elisabeth, la seule qui aurait pu intervenir, était trop occupée à discuter avec un collègue de mon père. J'étais seule, comme toujours. Je pris place à l'extrémité de la table, aussi loin que possible de mon père et Sylvie. L'étiquette pesait sur moi comme un boulet. Je sentais les regards en coin, les chuchotements derrière les menus. Le sommelier vint me proposer du vin, mais je demandais de l'eau. Je ne voulais pas que l'alcool me fasse perdre le contrôle que je m'efforçais de maintenir. L'entrée fut servie foie gras sur pain d'épices, typiquement français, typiquement prétentieux. Je regardais autour de la table. Mon demi-frère Lucas, 15 ans, portait une étiquette qui disait « le prodige ». Ma demi-sœur Emma, la princesse. Et puis il y avait les amis et collègues de mon père, tous avec des sobriquets flatteurs ou amusants. Claire, toujours à jouer les victimes, dit Sylvie assez fort pour que toute la table entende. C'est juste pour rire. Tu n'as jamais eu le sens de l'humour. Mon père toussa légèrement, un signe qu'il voulait que Sylvie s'arrête, non pas pour me défendre, mais pour éviter une scène. Typique. Même pour son anniversaire, il ne pouvait pas s'empêcher d'être un lâche. Je me souvins alors pourquoi j'avais arrêté de venir aux réunions familiales. Après mon licenciement de la maison d'édition où je travaillais depuis 5 ans, mon père n'avait pas caché sa déception. J'aurais dû t'encourager à faire du droit, comme moi, avait-il dit. La littérature, à quoi ça sert ? À cet instant précis, en regardant mon père éviter mon regard, je me rendis compte que rien n'avait changé depuis mon enfance à Saint-Germain-en-Laye. J'étais toujours la fille qui n'était pas à la hauteur, celle qui avait choisi les lettres plutôt que le droit, celle qui vivait dans un petit appartement à Belleville plutôt que dans un bel hôtel particulier comme le reste de la famille. L'étiquette sur ma poitrine disait tout. Et personne, absolument personne autour de cette table ne semblait trouver cela inapproprié. Je restais assise en silence pendant le dîner, poussant la blanquette de veau autour de mon assiette sans vraiment y toucher. Les conversations tourbillonnaient autour de moi comme un essaim de guêpes agaçantes. On parlait politique, immobilier, vacances à Megève et à Saint-Tropez. Un univers dont je m'étais éloignée depuis longtemps.
Les rires remplissaient la salle, faux, forcés, superficiels. C'était comme si j'étais invisible, jusqu'à ce que mon oncle Jean-Pierre mentionne mon ancien emploi. Alors Claire, toujours à la recherche d'un poste dans l'édition? C'est difficile en ce moment, n'est-ce pas? Son ton faussement concerné ne cachait pas le plaisir qu'il prenait à souligner mon échec. Une autre pique déguisée en conversation polie. Je sentis mes joues s'empourprer. En fait, j'ai un projet de librairie indépendante, répondis-je, mensonge improvisé pour sauver la face. Une librairie? Mais personne ne lit plus aujourd'hui, intervint Sylvie avec un petit rire mélodieux. C'est l'ère du numérique, ma chérie. Je regardais mon père. Il étudiait attentivement le contenu de son verre, comme si le secret de l'univers s'y trouvait. Il ne lèverait pas les yeux. Il ne prendrait pas ma défense. Jamais. Mon esprit s'emballa, des souvenirs d'enfance défilèrent comme un film en noir et blanc. Moi à 8 ans, lui montrant fièrement mon premier poème. Lui, le posant distraitement sur son bureau en marmonnant plus tard, Claire. Moi à 16 ans, lui annonçant que j'avais gagné un concours d'écriture régionale. Lui, hochant la tête avant de retourner à ses dossiers. Moi à 22 ans, diplômé avec mention de la Sorbonne en lettres modernes. Lui, manquant la cérémonie pour un client important. Toutes ces années à essayer de le rendre fier. Les appels qu'il ne retournait jamais. Les manuscrits que je lui envoyais et dont il ne parlait jamais. Les nuits blanches à travailler sur des projets qu'il trouvait futiles. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était qu'il soit fier de moi. Mais ce soir, quelque chose se brisa en moi. Un barrage céda. Le serveur venait de remplir les coupes pour le dessert, un champagne rosé pour accompagner l'opéra au café qui avait été servi. Je saisis mon verre. Je voudrais porter un toast, dis-je, ma voix calme et claire coupant à travers les conversations. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le silence s'installa progressivement, comme une marée montante. À la dernière fois que vous me verrez. La salle devint soudain silencieuse. Mon père s'étouffa avec sa gorgée de champagne. Sylvie laissa échapper un petit cri étouffé. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, sa jeunesse lui permettant encore de ressentir un authentique choc. Pendant 32 ans, j'ai essayé d'être la fille que tu voulais, papa. J'ai essayé de te rendre fier. J'ai changé mes rêves, j'ai douté de mes choix, j'ai diminué mes ambitions. Tout ça pourquoi? Pour porter une étiquette qui dit la déception de la famille? Ma voix ne tremblait pas. Des années de douleur s'étaient cristallisées en une résolution froide. Je ne suis pas une déception. Je suis juste une personne que tu n'as jamais pris le temps de connaître. Je posai délicatement mon verre, encore plein. Je n'avais même pas trinqué. Je me levai, droite et digne. Joyeux anniversaire, Henri, dis-je, utilisant son prénom pour la première fois de ma vie. Je ne restais pas pour voir les retombées. Je ne voulais pas voir leurs visages, leurs réactions, leurs excuses pathétiques. J'attrapai mon manteau encore humide au vestiaire et sortis dans la nuit parisienne. La pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore chargé d'humidité. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau comme des étoiles tombées du ciel. Je respirais profondément. L'air frais remplissait mes poumons comme une première bouffée d'oxygène après des années d'apnée. Je déchirai l'étiquette de ma poitrine et la jetai dans une bouche d'égout. Les mots « la déception de la famille » disparurent dans les eaux sombres de Paris, emportés vers la Seine, puis vers la mer. Ils ne définiraient plus jamais qui j'étais. Je marchais le long de l'avenue, ignorant les taxis qui passaient. J'avais besoin de sentir mes pieds sur le sol, de me reconnecter avec la réalité, avec moi-même. Les vitrines illuminées des boutiques de luxe reflétaient l'image d'une femme que je reconnaissais à peine plus forte, plus droite, le regard plus clair. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je l'ignorais. Il vibra encore. Et encore. Sans doute mon père, ou Sylvie, ou peut-être même Thomas, le seul qui semblait comprendre. Mais ce soir, je n'avais plus rien à leur dire. Je passais devant le parc Monceau, son portail majestueux fermé pour la nuit. Combien de dimanches après-midi y avais-je passé enfant, à lire sur un banc pendant que mon père rencontrait ses collègues au café du coin? Combien de fois avais-je espéré qu'il viendrait me rejoindre, ne serait-ce que pour quelques minutes?
ces souvenirs ne me faisaient plus mal. Ils appartenaient à une autre vie, celle d'une fille qui croyait encore pouvoir gagner l'amour de son père. Cette fille n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait finalement compris qu'elle n'avait pas besoin de son approbation pour exister. Alors que je marchais vers la bouche de métro, une pensée me frappa, j'avais oublié quelque chose d'important. Quelque chose que j'avais préparé spécialement pour cette soirée. Quelque chose qui devait être dit, non pas avec ma voix, mais avec mon âme. Avant de partir, j'avais glissé une enveloppe scellée sur la table, adressée d'une écriture soignée, à l'homme que j'appelais autrefois père. Je l'avais écrite la veille, dans mon petit appartement de Belleville, assise à ma fenêtre qui donnait sur une cour intérieure paisible. Toute la nuit, j'avais hésité, la plume en suspens au-dessus du papier crème que j'avais acheté à la papeterie Meluseau, rue de Bretagne. Je n'étais pas sûre de jamais l'envoyer. Mais cette soirée avait tout confirmé. Il devait l'entendre pas avec ma voix, mais avec ma vérité. Je m'arrêtai au bord du canal Saint-Martin. Le ciel s'était dégagé, dévoilant une lune presque pleine qui se reflétait dans l'eau sombre. Je m'assis sur un banc et fermai les yeux, me remémorant chaque mot que j'avais écrit. La lettre n'était pas cruelle. Elle n'était pas vengeresse. Elle était honnête. J'y avais déversé chaque mot des coins les plus profonds de mon cœur. Je lui avais parlé des moments où j'avais attendu son approbation, des instants où j'avais désiré ardemment l'entendre dire qu'il était fier de moi, et comment chaque silence de sa part s'était transformé en un vide que je ne pourrais jamais combler. Cher Henri, commençait la lettre, utilisant délibérément son prénom comme une déclaration d'indépendance. Je t'écris ces mots que je n'ai jamais eu le courage de prononcer. Peut-être parce que tu ne m'as jamais vraiment écouté. Peut-être parce que j'avais peur que ma voix tremble. Sur papier, les mots sont plus forts, plus clairs. Comme les contrats que tu rédiges, cette lettre est définitive. Te souviens-tu du jour où j'ai eu 5 ans? Tu m'avais promis de venir à ma petite fête. J'avais attendu toute la journée, en refusant de couper le gâteau parce que tu avais dit que tu serais là. À 9 heures du soir, maman m'a finalement convaincue de souffler les bougies. Tu étais à Lyon pour un client, m'as-tu dit le lendemain. J'ai fait semblant de comprendre. Te souviens-tu de ma pièce de théâtre au lycée Racine? J'avais le rôle principal dans Le Malade imaginaire. J'avais laissé 2 billets à ton nom à l'entrée. La salle était pleine, sauf 2 sièges au premier rang. J'ai cherché ton visage dans la foule pendant tout le spectacle. Je n'ai trouvé que des étrangers. Te souviens-tu du jour où maman est partie? J'avais 14 ans. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme qui aimait plus ses dossiers que sa famille. Tu m'as regardé ce soir-là comme si tu voyais un fantôme, son fantôme à elle, pas moi. Depuis ce jour, chaque fois que tu me regardes, je vois cette même déception dans tes yeux. Je ne suis pas elle, papa. Je ne l'ai jamais été. Je te pardonne. Cette phrase m'avait coûté plus que toutes les autres. Je l'avais écrite, effacée, puis réécrite plusieurs fois avant de la laisser. C'était vrai, pourtant. Je lui pardonnais, mais j'étais aussi fatiguée de mendier de l'amour. Je te pardonne, mais je ne reviendrai pas quémander ton approbation. Je suis fatiguée de me sentir comme une intruse dans ta vie parfaite avec ta famille parfaite. Je suis fatiguée d'être l'erreur de parcours que tu caches sous le tapis lors de tes dîners mondains. Je pars. Non pas pour te punir, mais pour enfin guérir. Pour trouver qui je suis quand je ne suis pas occupée à essayer d'être la fille que tu voulais. Pour découvrir ma propre voix, celle que tu n'as jamais pris le temps d'écouter. Peut-être qu'un jour, tu réaliseras le coup de faire sentir à quelqu'un qu'il est invisible. Peut-être pas. Je ne vivrai plus. Dans l'attente de ce jour. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ta nouvelle famille. J'espère que Lucas et Emma auront plus de chance que moi. J'espère qu'ils n'auront jamais à porter une étiquette comme celle que j'ai dû porter ce soir. Adieu, Henri. Je l'avais signé non pas comme sa fille, mais comme la personne que j'étais enfin devenue. Simplement Claire. Pas Claire Beaumont. Juste Claire. Une femme libre. Je me demandais s'il l'avait déjà ouverte. S'il la lirait ce soir, ou s'il la jetterait sans même briser le sceau. Peut-être la lirait-il des années plus tard, quand le regret commencerait à peser sur ses épaules.
Ou peut-être que Sylvie la détruirait avant qu'il n'ait la chance de la voir. Cela n'avait plus d'importance. Ces mots n'étaient plus pour lui, mais pour moi. Les écrire avait été ma libération. Je sortis mon téléphone de mon sac. 15 appels manqués. 10 de mon père, 3 de Thomas, 2 de ma tante Elisabeth. Des messages aussi, que je ne lus pas. J'éteignis l'appareil et le rangeai. Le canal s'étendait devant moi, son eau reflétant les lumières de la ville comme un miroir brisé. Les péniches amarrées se balançaient doucement. Un couple passa, main dans la main, riant d'une plaisanterie partagée. La vie continuait. Ma vie continuait. Je quittai le banc et repris ma marche. Les rues de Paris s'ouvraient devant moi comme les pages d'un livre vierge. J'avais toujours aimé cette ville, même quand elle me semblait appartenir à mon père et à son monde. Maintenant, je pouvais la redécouvrir à ma façon. Pas à pas, je m'éloignais du restaurant, de cette table, de cette famille qui n'en avait jamais vraiment été une pour moi. Chaque mètre me rapprochait un peu plus de moi-même. Je ne savais pas encore où j'allais dormir ce soir. Peut-être chez mon amie Léa dans le 11e, ou dans un petit hôtel près de la gare du Nord. Pour la première fois de ma vie, cette incertitude ne me faisait pas peur. Elle ressemblait à une promesse. La promesse d'un nouveau départ. Je levai les yeux vers le ciel parisien. Entre les immeubles haussmanniens, quelques étoiles brillaient, discrètes mais présentes. Comme moi. J'existais, avec ou sans leur reconnaissance. J'étais là, et désormais, je serais visible à mes propres yeux, les seuls qui comptaient vraiment. L'air nocturne caressait ma peau comme une renaissance. Paris, cette ville lumière qui avait toujours été le royaume de mon père, se transformait lentement en mon territoire. Je marchais sans destination précise, animé uniquement par le désir d'être loin de tout ce qui m'avait étouffé pendant des années. Les lumières de la ville se brouillaient avec les larmes qui perlaient au coin de mes yeux, mais je ne regardais pas en arrière. Pour la première fois, je ne fuyais pas quelque chose, je marchais vers moi-même. Mes pas me menèrent naturellement vers Montmartre. Je montai les marches de la rue Foyatier, une à une, comme un pèlerinage vers une nouvelle vie. Arrivé en haut, je contemplais Paris étendu à mes pieds. Quelque part là-bas, dans un restaurant du 16e, ma lettre attendait d'être lue. Quelque part là-bas, un chapitre de ma vie se terminait. Je trouvai une petite pension de famille sur la rue des Martyrs, tenue par une dame âgée nommée Madame Lefort. Elle ne posa pas de questions quand je demandai une chambre pour quelques nuits, se contentant de me tendre une clé usée attachée à un lourd porte-clés en forme de tour Eiffel. 3e étage, dernière porte à droite, dit-elle simplement. Le petit déjeuner est servi entre 7 et 9 heures. La chambre était modeste, un lit simple, une armoire ancienne, un lavabo dans le coin. Le papier peint fleuri se décollait par endroits, et le plancher grinçait sous mes pas. Mais les draps sentaient la lavande, et par la fenêtre mansardée, je pouvais apercevoir la coupole du Sacré-Cœur, blanche et majestueuse sous la lune. J'ouvris la fenêtre et m'assis sur le rebord, laissant mes jambes pendre dans le vide. En contrebas, la vie parisienne continuait son cours, des touristes attardés, des habitants promenant leurs chiens, un musicien jouant de l'accordéon au coin de la rue. Toute cette vie qui se déroulait sans se soucier de mes drames familiaux me semblait d'une beauté presque douloureuse. Je restai ainsi, immobile, pendant des heures, fixant le ciel étoilé puis les toits de Paris. Je rejouais chaque moment de la soirée dans ma tête. L'étiquette. Le toast. La lettre. Une partie de moi souffrait encore. Non pas pour eux, mais pour la version de moi qui voulait encore qu'ils s'inquiètent. Cette version était morte au moment où j'avais franchi la porte du restaurant. Vers 3 heures du matin, épuisé par les émotions, je m'allongeai sur le lit sans même me déshabiller. Le sommeil vint, lourd et sans rêve. Au matin, le bruit des cloches du Sacré-Cœur me réveilla. Pendant un instant désorientant, j'oubliai où j'étais. Puis tout me revint, l'anniversaire, ma sortie dramatique, la pension de famille. Une nouvelle réalité. Je me rendis à la petite salle à manger où Madame Lefort servait le petit déjeuner. 2 autres voyageurs étaient déjà attablés, un couple d'Allemands absorbés dans leur guide touristique. Je pris place à une table près de la fenêtre. « Café » demanda Madame Lefort en posant devant moi une corbeille de croissants encore chauds. « Oui, merci » répondis-je,
réalisant que c'étaient les premiers mots que je prononçais depuis mon toast de la veille. Le café était fort et amer, exactement ce dont j'avais besoin. Je trempais un croissant dans le liquide noir, observant la vieille dame s'affairer dans sa cuisine minuscule. Elle avait dû voir passer des centaines de voyageurs dans sa pension, chacun avec son histoire, ses secrets, ses fuites. Je me demandais combien, comme moi, étaient arrivés au milieu de la nuit, les yeux rougis et l'âme en morceaux. Après le petit déjeuner, je sortis explorer le quartier. La journée était claire, le ciel d'un bleu presque provoquant après la tempête émotionnelle de la veille. Je déambulais dans les ruelles de Montmartre, m'arrêtant devant les vitrines des galeries d'art, observant les peintres installer leurs chevalets sur la place du Tertre. À midi, je m'assis à la terrasse d'un petit café et commandai un croque-monsieur et un verre de Sancerre. Le vin blanc sec me rappela les déjeuners familiaux du dimanche, où Sylvie insistait pour servir uniquement des vins de la Loire. Je chassais cette pensée et me concentrais sur l'instant présent. Le soleil caressait mon visage. La vie continuait. J'allumai mon téléphone brièvement, juste pour voir. 37 appels manqués. 23 de mon père. 6 de Thomas. Quelques-uns de collègues qui avaient dû entendre parler de mon spectacle. Je l'éteignis à nouveau sans écouter les messages vocaux ni lire les textos. Je n'étais pas prête. Les jours suivants, je me déconnectais de tout, pas d'appels, pas de textos, pas de réseaux sociaux. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de solitude. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas retourner en arrière. Pas maintenant. Peut-être jamais. Chaque jour, j'explorais un nouveau quartier de Paris, redécouvrant la ville sans le filtre des attentes familiales. Le Marais et ses boutiques de créateurs, où je n'achetais jamais rien de peur que mon père ne trouve mes goûts trop ou bohèmes. Belleville et ses rues multiculturelles, où Sylvie n'aurait jamais mis les pieds. Le quartier latin et ses librairies, où j'avais passé tant d'heures pendant mes études, cherchant refuge dans les mots d'autres personnes. Une semaine passa. Puis 2. Ma réserve d'argent diminuait dangereusement. Je ne pouvais pas rester éternellement dans cette pension de famille, à fuir ma réalité. Il fallait que je trouve un moyen de subsistance, un endroit où vivre, une direction. Un matin, en me promenant le long de la Seine, je tombai sur une petite bouquinerie nichée dans une ruelle près de Notre-Dame. Une pancarte dans la vitrine indiquait « Cherche vendeur ou vendeuse, passion pour les livres exigés ». Je m'arrêtai net. C'était comme si le destin me faisait un signe. La clochette de la porte tinta lorsque j'entrai. L'odeur des vieux livres m'enveloppa immédiatement, un parfum familier, réconfortant. Un homme d'une 60aine d'années, lunettes perchées sur le nez, leva les yeux de l'ouvrage qu'il restaurait. « Bonjour », dit-il simplement. « Bonjour », répondis-je. « J'ai vu votre annonce dans la vitrine. » Il me dévisagea un instant, comme s'il évaluait non pas mes compétences, mais quelque chose de plus profond. « Vous aimez les livres ?» demanda-t-il. « Ils m'ont sauvé plus d'une fois », répondis-je avec une honnêteté qui me surprit moi-même. Il sourit, révélant des dents légèrement jaunies par le café et le tabac. « Je m'appelle Maurice Lévitan. »« Et vous êtes ?» ?»« Claire, dis-je. »« Juste Claire. » Mon nouveau commencement. La guérison n'était pas un chemin linéaire. Maurice m'embaucha ce jour-là à la librairie Les Mots Oubliés, située dans une ruelle pavée de l'île Saint-Louis. C'était un endroit minuscule mais magique, spécialisé dans les livres anciens et les éditions rares. Les étagères montaient jusqu'au plafond, nécessitant l'usage d'une échelle en bois qui grinçait à chaque échelon. Les rayons de soleil qui filtraient à travers la vitrine poussiéreuse créaient des jeux d'ombre sur les tranches des livres. Rapidement, je trouvai une chambre de bonne à louer non loin de là, sous les toits d'un immeuble haussmannien du quai de Béthune. 18 mètres carrés à peine, avec une vue partielle sur la Seine et une salle de bain partagée sur le palier. Mais c'était à moi. Un espace que ni mon père ni Sylvie n'avaient jamais vu, n'avaient jamais jugé, n'avaient jamais souillé de leur présence. Il y avait des matins où je me réveillais avec détermination, et des nuits où je m'effondrais sous le poids d'anciennes blessures. Mais je commençais petit. Je lisais des livres qui me faisaient me sentir comprise. Je découvris Colette, dont la prose sensuelle et libre parlait directement à mon âme. Je me plongeais dans Simone de Beauvoir,
trouvant dans ces mots la force d'une femme qui avait défié les conventions. J'écrivais aussi des lettres à moi-même, pardonnant mon passé, mes erreurs, mes moments de faiblesse. Des lettres que je brûlais ensuite dans un petit cendrier en céramique que j'avais acheté aux puces de Saint-Ouen. Regarder les mots se consumer était thérapeutique, comme si mes regrets partaient en fumée avec eux. Après quelques semaines, je trouvai le courage de consulter une psychologue. Le cabinet du docteur Moreau se trouvait dans le Marais, dans un ancien hôtel particulier reconverti en bureau. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts poivre et sel, dont le regard direct mais bienveillant me mettait à l'aise. « Pourquoi maintenant ?» fut sa première question lors de notre première séance. « Parce que j'ai finalement compris que je méritais mieux », répondis-je. Durant nos séances hebdomadaires, je déballais lentement le fardeau que j'avais porté pendant des années. La sensation constante de ne jamais être assez bien. La façon dont la disparition de ma mère avait creusé un gouffre que mon père avait rempli de ressentiment. Comment j'avais intériorisé l'idée que j'étais, en effet, une déception. « Votre père vous a donné une étiquette », me dit-elle un jour. « Mais c'est vous qui avez choisi de la porter. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Douloureuse mais nécessaire. Elle avait raison. J'avais accepté le rôle qu'on m'avait assigné. J'avais joué la pièce écrite par mon père jusqu'à en oublier mes propres répliques. « Comment je m'en défais ?» demandai-je. « En écrivant votre propre histoire », répondit-elle simplement. Maurice ne posait jamais de questions sur mon passé. Il semblait comprendre intuitivement que j'avais besoin d'un nouveau départ. Il m'apprit patiemment les ficelles du métier, comment évaluer l'état d'un livre ancien, comment restaurer délicatement une reliure abîmée, comment conseiller un client en fonction de ses goûts plutôt que des tendances du marché. Un bon libraire ne vend pas des livres, me disait-il souvent. Il crée des rencontres entre des âmes et des mots. La clientèle des mots oubliés était aussi éclectique que ses livres, des professeurs de la Sorbonne en quête d'éditions particulières, des touristes égarés séduits par le charme désuet de la boutique, des collectionneurs passionnés qui pouvaient passer des heures à discuter d'un auteur obscur du XIXe siècle. Peu à peu, je me sentais à ma place parmi eux, parmi ces amoureux des mots. Un jour, en rangeant un carton de nouvelles acquisitions, je tombai sur un carnet à croquis vierge. La couverture en cuir patiné était ornée d'un simple motif floral en relief. Je le montrai à Maurice. « Ce n'est pas un livre, remarquai-je. »« Non, en effet, sourit-il. C'était celui de ma femme, Eliane. Elle dessinait. Elle est partie il y a 10 ans maintenant. »« Je suis désolé, murmurai-je. »« Ne le sois pas. Elle a eu une belle vie. Pleine. Authentique. » Il me tendit le carnet. « Prends-le. Je pense qu'il t'attendait. » Je commençai à dessiner ce soir-là. D'abord maladroitement, des lignes hésitantes qui tentaient de capturer la vue depuis ma fenêtre. Puis, au fil des jours, avec plus d'assurance. Je dessinais les clients de la librairie, les bateaux-mouches qui passaient sur la Seine, les pigeons qui se disputaient les miettes sur le parvis de Notre-Dame. À travers l'art, je trouvais ma voie. Un samedi pluvieux d'octobre, alors que la librairie était déserte, Maurice m'observa en train de croquer le portrait d'une dame âgée qui bouquinait depuis 1 heure. « Tu as du talent », dit-il simplement. Je rougis. Les compliments restaient difficiles à recevoir. J'ai toujours aimé dessiner, admis-je. Mais mon père pensait que c'était une perte de temps. Ton père n'est pas ici, répondit Maurice avec un sourire énigmatique. Ce soir-là, en rentrant dans ma chambre de bonne, je m'arrêtai devant le miroir ébréché accroché au mur. Pendant longtemps, je n'avais vu que l'échec, la déception, la fille qui n'était jamais à la hauteur. Mais maintenant, je commençais à voir autre chose. Une femme aux yeux vifs, aux mains tachées d'encre, aux cheveux librement attachés en chignon lâche. Une survivante. Je n'étais pas celle qu'il disait que j'étais. J'étais celle que je choisissais d'être. Et chaque choix que je faisais désormais, je le faisais pour moi. L'automne céda la place à l'hiver. Paris se drapa de lumière festive. Les vitrines des grands magasins s'animèrent de décors féeriques. Le premier Noël loin de ma famille approchait. Je m'attendais à ressentir de la mélancolie, mais à ma grande surprise, je me surpris à anticiper les fêtes avec une certaine légèreté. Maurice fermait la librairie pour une semaine entre Noël et le Nouvel An.
Il m'invita à passer le réveillon chez lui, dans son appartement de la rue de Turenne. Je ne veux pas m'imposer, hésitai-je. Tu ne t'imposes pas, insista-t-il. J'invite quelques amis, des habitués de la librairie. Des gens comme nous, qui préfèrent les livres aux conventions. Le soir du 24 décembre, je me retrouvai donc attablé avec une dizaine de personnes dans la salle à manger chaleureuse de Maurice. Il y avait Gabrielle, une traductrice à la retraite qui parlait 5 langues, Ahmed, un professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, Lucie et Jean, un couple de septuagénaires qui tenait une galerie de photographies dans le Marais, et quelques autres dont les noms et les histoires se mêlaient au fil de la soirée. Nous mangeâmes une dinde au marron, bûmes un Saint-Émilion exquis, et partageâmes des anecdotes littéraires jusqu'au petit matin. À minuit, nous échangeâmes de petits cadeaux. Maurice m'offrit une édition originale des « Petits poèmes en prose » de Baudelaire. Je lui avais déniché une loupe ancienne en laiton pour ses travaux de restauration. Sur le chemin du retour, marchant seul dans les rues désertes de Paris au petit matin du jour de Noël, je réalisai que j'avais trouvé une nouvelle famille. Une famille choisie, non imposée. Une famille qui m'acceptait telle que j'étais, sans étiquette, sans attente déformée. Je levai les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait lentement. Les dernières étoiles s'effaçaient, comme les derniers vestiges de ma vie d'avant. Je respirais l'air froid à plein poumon, sentant chaque cellule de mon corps vibrer d'une énergie nouvelle. J'étais vivante. J'étais moi-même. Enfin. Les mois passèrent. L'hiver céda sa place au printemps, qui lui-même s'effaça devant l'été. Paris se transforma, comme moi. Les terrasses des cafés débordaient de vie, les jardins publics explosaient de couleurs, les quais de Seine devenaient le territoire des amoureux et des bouquinistes. Ma chambre de bonne s'était peu à peu transformée en un véritable petit atelier. Des dessins couvraient les murs, des livres s'empilaient dans tous les coins. J'avais acheté une vieille table en bois chez Emmaüs que j'avais restaurée et placée devant la fenêtre. C'est là que je dessinais le soir, après mes journées à la librairie. Maurice avait commencé à exposer certains de mes croquis dans la vitrine de la boutique. À ma grande surprise, ils se vendaient. D'abord à des touristes en quête d'un souvenir original, puis à des habitués qui commençaient à collectionner les clairs, comme ils les appelaient. Ce petit succès m'avait donné la confiance nécessaire pour proposer des illustrations à quelques petites maisons d'édition du quartier latin. Un soir de juillet particulièrement étouffant, alors que même les pierres de Paris semblaient transpirer, je décidai de rouvrir mon ancien téléphone. Je ne l'avais pas allumé depuis des mois, préférant utiliser un nouveau numéro, une nouvelle identité numérique, une nouvelle vie. Mais ce soir-là, poussé par une curiosité que je ne pouvais expliquer, je sortis l'appareil du fond d'un tiroir où il dormait. La batterie, miraculeusement, n'était pas complètement déchargée. L'écran s'illumina, affichant une photo que j'avais prise lors d'un voyage en Bretagne des années auparavant, un coucher de soleil sur la mer, une image d'un temps où je croyais encore pouvoir sauver ma relation avec mon père. Des dizaines d'appels manqués et de messages s'affichèrent d'un coup, certains de mon père, d'autres de Thomas, quelques-uns de tante Elisabeth. Le dernier message de mon père datait de 3 semaines seulement. « S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler. » Mais je ne l'ouvris pas. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais plus cette fille qui mendiait une place à leur table. J'avais construit ma propre table. Une où l'amour n'était pas gagné par la perfection, mais donné librement. Je ne savais pas s'il me regrettait par culpabilité ou par regret sincère. Et honnêtement, cela n'avait plus d'importance. Je pensais ressentir quelque chose, de la colère peut-être, ou de la tristesse, voire une satisfaction vindicative. Mais tout ce que je ressentis fut une sorte de paix tranquille. Comme si ces messages venaient d'une autre vie, d'une autre personne. Ils ne pouvaient plus m'atteindre là où j'étais maintenant. Je me tenais debout près de la fenêtre ouverte de mon appartement, observant la ville qui s'assoupissait dans la chaleur du soir. Un couple d'étudiants américains riait sur le trottoir en contrebas. Un vieil homme promenait lentement son basset, s'arrêtant pour échanger quelques mots avec la fleuriste qui fermait sa boutique. La vie, dans toute sa banalité magnifique. Mon téléphone sonna soudain, me faisant sursauter. Le nom de Thomas s'afficha à l'écran. Mon cousin, le seul qui avait semblé comprendre ce soir-là. Pendant une seconde, mon doigt hésita au-dessus du bouton vert. Puis je déclinai l'appel. Ce n'était pas par rancune.
simplement parce que je n'étais pas prête à laisser le passé s'infiltrer dans mon présent. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Pas alors que je commençais tout juste à me sentir entière. Je posai le téléphone et me dirigeai vers ma table à dessin. J'avais commencé l'illustration d'un recueil de nouvelles pour une petite maison d'édition féministe du 5e arrondissement. L'histoire parlait d'une femme qui, après avoir vécu toute sa vie pour les autres, partait à la recherche d'elle-même sur les routes de France. Le parallèle avec ma propre vie ne m'avait pas échappé, et c'est peut-être ce qui rendait ce projet si spécial. Mes doigts dansaient sur le papier, traçant les contours d'un visage qui ressemblait étrangement au mien, mais avec quelque chose en plus, une confiance, une sérénité que je commençais tout juste à reconnaître dans mon propre reflet. Le lendemain matin, en ouvrant la librairie, je racontai à Maurice ma brève incursion dans mon ancienne vie numérique. « Et tu n'as pas répondu » demanda-t-il en préparant notre rituel café matinal sur le réchaud antique qui trônait dans l'arrière-boutique. « Non » répondis-je simplement. Ce n'était pas nécessaire. Il hocha la tête, compréhensif comme toujours. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente. En début d'après-midi, alors que j'étais occupée à cataloguer un nouvel arrivage de livres d'art, la clochette de la porte tinta. Je levai la tête, prête à accueillir un client, et me figeai. Thomas se tenait là, dans l'encadrement de la porte, l'air aussi surpris que moi. Il avait maigri, ses traits s'étaient creusés, mais c'était bien lui, mon cousin, le témoin silencieux de cette soirée qui avait changé ma vie. « Claire, dit-il simplement, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Comment m'as-tu trouvé » balbutiai-je, mon cœur battant à tout rompre. « Ton téléphone. Quand tu l'as allumé hier soir. J'ai pu te localiser grâce à l'application de la famille. » Il eut l'air gêné. « Je sais, c'est une invasion de ta vie privée, mais j'étais inquiet. » Nous l'étions tous. Une partie de moi voulait être en colère, lui dire de partir, de me laisser tranquille. Mais c'était Thomas. Le seul qui m'avait regardé avec compassion ce soir-là. Le seul qui avait peut-être compris. « Je ne suis pas venu pour te ramener, dit-il rapidement, lisant l'appréhension sur mon visage. Je voulais juste savoir si tu allais bien. » Maurice émergea de l'arrière-boutique, son regard passant de Thomas à moi avec une curiosité bienveillante. « Un ami à toi, Claire ?» Je pris une profonde inspiration. « Mon cousin. » Maurice comprit immédiatement. Il avait cette façon de lire entre les lignes, de saisir l'essentiel sans avoir besoin de détails. « Je vais faire un tour chez le relieur, dit-il en attrapant son chapeau. Prenez votre temps. » Une fois Maurice parti, un silence pesant s'installa entre Thomas et moi. Il regardait autour de lui, observant les étagères croulant sous les livres, les quelques-uns de mes dessins exposés dans un coin. « C'est beau ici, dit-il finalement. Ça te ressemble. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru possible. Parce qu'il avait raison. Cet endroit me ressemblait calme, un peu en marge, plein d'histoires qui attendaient d'être découvertes. « Comment vas-tu, Thomas ?»« Bien. »« Enfin, ça va. » Il hésita. « Ton père, il n'est plus le même depuis que tu es parti. » Je sentis mon corps se raidir. « Je ne veux pas parler de lui. »« Je comprends. » Vraiment. Il s'approcha d'une étagère, faisant mine d'examiner les titres. « Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Pour ce que tu as fait ce soir-là. Pour avoir eu le courage que je n'ai jamais eu. » Ces paroles firent vibrer quelque chose en moi, une corde que je croyais avoir coupée. « Tu veux prendre un café ?» proposai-je impulsivement. « Il y a un petit bistrot au coin de la rue. » Nous passâmes une heure à parler de sa vie, de la mienne, de tout sauf de mon père et de Sylvie. Quand vint le moment de nous séparer, Thomas me tendit une petite enveloppe. « Je ne te demande pas de l'ouvrir maintenant. Ni même de l'ouvrir tout court. Mais j'ai pensé que tu devrais la voir. » Je pris l'enveloppe, sentant son poids léger dans ma main. « Prends soin de toi, Claire, » dit-il en m'embrassant sur la joue avant de partir. Ce soir-là, l'enveloppe resta sur ma table, intacte. Peut-être contenait-elle des excuses de mon père. Peut-être des explications. Peut-être simplement des nouvelles de la famille. Mais je n'avais pas besoin de le savoir. Pas encore.
Je me tenais debout près de la fenêtre de mon nouvel appartement, observant la pluie qui ruisselait sur la vitre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complète. Je murmurais dans le silence, voilà qui j'étais destinée à être. Et sur ces mots, je tournai le dos à l'enveloppe et continuai mon chemin enfin libre.